Bonjour à tous, je suis Glenn Deason et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de parler avec Brian Berletic, un ancien Marine américain qui a depuis travaillé comme analyste et journaliste. Alors Brian, c'est un grand plaisir de te rencontrer enfin. Je te suis depuis un certain temps, donc c'est un grand privilège. De même. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai donc lu votre travail et suivi vos programmes pendant un certain temps, et vous avez été très précis dans vos analyses ainsi que dans vos prédictions. Mais je suppose que malheureusement pour vous, nous vivons maintenant dans des sociétés qui ont tendance à récompenser l'adhésion aux récits approuvés par le gouvernement. Ainsi, nous voyons des personnes qui se trompent dans chaque guerre flotter néanmoins au sommet des médias internationaux. Et oui, ce sont certaines des choses que je veux discuter avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire, je suppose, les mécanismes de manipulation de la société civile, des médias, la construction de récits et la fabrication du consentement. Parce que si nous allons discuter de cela, nous ne pouvons pas vraiment le faire sans aborder les ONG ainsi que l'USAID. L'USAID et surtout le National Endowment for Democracy sont des sujets sur lesquels vous vous êtes concentrés depuis un certain temps, avant que Trump ne commence à les priver de fonds. Donc oui, je voulais discuter de certaines de ces questions. Je suppose, qu'est-ce que cela signifie pour Trump de les priver de fonds? Est-il en train de mettre fin à l'État profond ou est-il en train de réinventer l'État profond comme son propre instrument personnel? Mais je pensais que nous pourrions d'abord nous pencher sur cette question des ONG ainsi que de l'USAID, car beaucoup de gens... Vous savez, il y a des critiques des organisations non gouvernementales qui soutiennent la démocratie, les droits de l'homme et la société civile dans le monde entier. Quelle serait votre réponse? Si vous vous arrêtez et réfléchissez à ce que la démocratie devrait réellement signifier, et non à ce que les gens croient qu'elle signifie, c'est un processus d'autodétermination. Donc si un pays étranger donne de l'argent et soutient des groupes dans un pays particulier pour promouvoir la démocratie, c'est en fait une ingérence étrangère. Cela sape en réalité la capacité de ce pays à déterminer ses propres affaires. C'est une ingérence étrangère flagrante. C'est pourquoi les États-Unis et l'Europe ont tous des lois interdisant à d'autres pays de leur faire cela. Et donc, c'est juste un écran de fumée rhétorique qu'ils utilisent pour se livrer à des ingérences politiques. Et c'est un mensonge flagrant, mais c'est un mensonge très convaincant pour tant de gens, parce qu'il fait appel à leur idéalisme. Beaucoup de gens veulent voir quelque chose de bien, quelque chose de bon, et ils ne veulent pas voir quels motifs cachés peuvent se cacher derrière. C'est pourquoi cela a persisté si longtemps, et c'est pourquoi cela continue en réalité. Les gens pourraient penser que cela a été définancé, mais ce n'est pas le cas. Cela continue. Il faut suivre les programmes qui étaient réellement financés et voir, se sont-ils arrêtés ou continuent-ils encore? Et s'ils continuent, pourquoi? Quelque chose d'un peu étrange dans tout cela, c'est que nous soutenons que les médias libres signifient qu'ils sont maintenant financés par l'USAID. Comme nous l'avons découvert avec le financement par Trump, 85 à 90% des médias ukrainiens ont reçu des financements des États-Unis. Et cela est ensuite appelé médias indépendants, comme s'il n'y avait aucun intérêt national en jeu. Et je suppose que nous avons vu cela en Géorgie également lorsqu'ils ont eu leurs élections. J'ai trouvé si absurde de regarder les nouvelles parce que l'argument principal était, vous savez que le gouvernement géorgien, qui a été élu, n'est pas légitime parce que, eh bien, nos ONG ont décidé de les appeler poutinistes. Pendant ce temps, les gens qui manifestent ici, que les ONG aident à organiser, sont la véritable démocratie.
Ce sont les gens. Alors maintenant, tout ce dont ils avaient besoin, c'était de quelques images à l'écran de personnes défilant avec les ONG et tout, quelques slogans sur la démocratie. Et soudain, nous sommes prêts à renverser un gouvernement démocratiquement élu, ce que le Premier ministre là-bas avertit pourrait détruire le pays. C'est très étrange comment nous l'avons redéfini. Mais on peut soutenir qu'il y a simplement trop de pouvoir concentré au sein de ces institutions. Vous pouvez dire, eh bien, l'hégémonie occidentale ou le leadership américain, la Géorgie penche vers l'ouest et la démocratie par opposition a penché vers une Russie autoritaire. Mais ces institutions ont été très délibérément mises en place à cette fin, en particulier le National Endowment for Democracy, n'est-ce pas? Absolument. Et si vous lisez des articles de journaux, disons, du New York Times dans les années 1980, lorsque le National Endowment for Democracy a été lancé, ils admettaient que cela reprenait là où la CIA s'était arrêtée en termes de changement de régime clandestin. Ils voulaient le rendre public et en quelque sorte commercialiser le changement de régime clandestin comme une promotion de la démocratie. Mais encore une fois, il y a juste ce paradoxe inhérent à le faire. Vous parlez de promouvoir l'autodétermination en interférant dans le processus en tant que nation étrangère en violation du droit international. La Charte des Nations Unies a des interdictions très claires contre le fait de saper l'indépendance politique d'une nation. Vous devez penser à ces groupes d'opposition. Ils n'existeraient littéralement pas sans ce financement du gouvernement américain. Et beaucoup de gens soulignent, juste pour aborder cette situation avec l'Ukraine, que ces groupes perdent leur financement. Cela n'a pas fonctionné. Ils ont perdu la guerre, donc ils y mettent fin. Je suis dans un pays où les États-Unis promeuvent encore beaucoup l'ingérence politique ici. Et tous les médias dits indépendants, qui dépendent complètement de Washington et des fondations privées occidentales. Ils sont encore très actifs et continuent de poursuivre le changement de régime soutenu par les États-Unis ici en Asie du Sud-Est. Donc les gens doivent encore être très prudents quant à la raison. Pourquoi les États-Unis font-ils cela? Pourquoi entendons-nous seulement parler de la fin du financement en Ukraine? Je veux dire, il est très évident que c'est lié à ce que nous voyons dans les gros titres maintenant à propos des discussions entre les États-Unis et la Russie. C'est une sorte de carotte ou de cadeau offert pour rendre tout ce processus que les États-Unis traversent plus convaincant. Mais encore une fois, dans le monde entier, les soi-disant médias indépendants continuent de dépendre de Washington. Et encore une fois, les gens doivent se poser la question, suivez l'argent. Qui finance cela? Et quelle pourrait être leur motivation possible? Et si vous faites cela, il devient très clair que cela n'a rien à voir avec la démocratie. Il s'agit des États-Unis projetant leur pouvoir à l'étranger et capturant politiquement des nations souveraines, sapant leur souveraineté. Donc, encore une fois, c'est exactement le contraire de la démocratie. Étant donné que cet argent est canalisé à travers ces soi-disant organisations non gouvernementales, même si elles sont financées et souvent composées de personnes du gouvernement, cela le rend d'une certaine manière légitime, mais seulement pour un côté. Et je trouve cela très intéressant. En Géorgie, les États-Unis ont injecté environ 40 millions de dollars pour interférer dans ces élections, mais ils l'ont simplement estampillé comme démocratie. Et alors, c'est d'une certaine manière acceptable. Vous pouvez comparer cela à la Roumanie, où ils ont allégué qu'il y avait une campagne TikTok par la Russie qui a aidé à faire élire un côté. Cela s'est avéré incorrect, de fausses nouvelles ou des fake news. Mais néanmoins, ils ont annulé toute l'élection présidentielle à cause de cette accusation non fondée. D'un côté, vous n'avez besoin d'aucune preuve pour annuler une élection entière si le candidat veut mettre fin à la guerre.
Et de l'autre côté, en Géorgie, où le Premier ministre a averti que les États-Unis pourraient en fait pousser pour un changement de régime afin de créer un deuxième front contre la Russie, vous pouvez injecter n'importe quel montant d'argent, et tout est légitime. Il ne semble donc pas y avoir de règles claires, à part faire passer de l'argent et appeler cela une société civile. Mais j'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit à propos de l'Asie, car maintenant, les États-Unis disent plus ou moins que l'unipolarité ou la primauté mondiale est terminée, ce qui signifie qu'ils doivent commencer à prioriser. Maintenant, si vous voulez vous tourner vers l'Asie, cela implique de se détourner un peu du Moyen-Orient et de l'Europe, ce que Trump signale. Eh bien, les ONG ont principalement travaillé au Moyen-Orient avec le printemps arabe, puis nous avons eu les révolutions de couleur à travers l'Europe, où des gouvernements démocratiquement élus ont été renversés. Mais maintenant, bien sûr, si les États-Unis se détournent, je suppose qu'il serait logique, non contradictoire, de voir le financement de Trump réduire beaucoup de ces groupes qui perpétuent les conflits et immobilisent les Américains. Mais s'ils se tournent vers l'Asie, je suppose qu'il y a une bonne raison pour laquelle nous devrions surveiller si ces activités sont défendées. Mais que voyez-vous de votre côté? Non seulement vous êtes situé en Asie du Sud-Est, mais vous avez également suivi de près l'activité des ONG là-bas. En fait, j'ai commencé l'analyse géopolitique en raison de mon désir de sensibiliser à ce qui se passait ici. J'étais dans les Marines américains. J'ai quitté les Marines pour protester contre l'invasion imminente de l'Irak. Et j'ai littéralement déménagé de l'autre côté de la planète, essayant de m'éloigner des États-Unis. Je ne voulais rien avoir à faire avec leur politique étrangère. Je ne voulais en aucun cas y contribuer. Mais ce que j'ai remarqué ici, c'est que les États-Unis sont extrêmement impliqués dans l'ingérence dans le gouvernement local, de toutes sortes de manières, essayant essentiellement de capturer tout le pays, de capturer et de contrôler les médias, d'infiltrer le système éducatif. En approchant les jeunes qui se dirigent vers les domaines juridiques, les médias, la politique, voire les affaires, et en leur offrant ces programmes d'échange gratuits et des bourses pour aller aux États-Unis, on les endoctrine essentiellement, de sorte que lorsqu'ils retournent dans leur pays, ils sont désormais intégrés dans ce réseau personnel et professionnel en Occident. Et ils en sont très fiers. Ils estiment que c'est une grande réussite personnelle. Ils exploitent vraiment l'ego humain ici. Ils poursuivront les intérêts occidentaux, même au détriment des intérêts de leur propre pays, pour rester connectés à ces réseaux personnels et professionnels. Je veux que les gens cherchent sur YouTube, sur les réseaux de partage de vidéos, les 4 à 5 heures. Je sais que c'est une longue audience, mais il y a eu une audience du Sénat américain pour ce soi-disant retrait de financement de l'USAID. Et tout au long de l'audition, qui était présidée par un républicain ayant soutenu le prétendu désengagement de l'administration Trump vis-à-vis de l'organisation, ils ont réitéré qu'ils n'ont pas supprimé le financement de tous ces programmes. Ils ont seulement supprimé le financement des programmes traitant de la DEI, des questions transgenres et d'autres types de questions de ce genre. Ces questions politiques clivantes que la gauche et la droite utilisent pour diviser et distraire les gens chez eux, et essayent également de créer la même dynamique dans un pays ciblé. Ils ne suppriment le financement que de cela. Tout le reste continue d'être financé. Tous les programmes envahissants, manipulateurs et interférents que les États-Unis ont financés depuis toujours continuent sans relâche partout dans le monde. Je ne me souviens même pas combien de fois le président de l'audience a dit que nous avons besoin que l'USAID contrecarre la Chine et son initiative Belt and Road, et non qu'elle parle de DEI ou finance des opéras transgenres à travers le monde. Si les gens écoutaient vraiment ce qu'ils disent, il ne s'agit pas de réduire les fonds
et d'arrêter l'ingérence des États-Unis à l'étranger. Il s'agit de la rendre plus efficace, d'éliminer cette surcharge politique qui a été attachée tout au long de l'administration Biden, de la rationaliser, de l'affiner, si vous voulez, afin qu'elle puisse faire un travail plus efficace pour réduire la souveraineté d'une nation ciblée. Il est donc très important de passer au moins en revue et d'écouter pour essayer d'extraire ce dont il parle vraiment par rapport aux gros titres et aux extraits sonores que les gens citent. Et je comprends. Les gens en sont conscients. Ils en sont de plus en plus conscients, et cela les dérange, et ils veulent que cela cesse. Et quand ils entendent que cela se termine, ils veulent y croire. Mais il faut faire un suivi. Il faut vraiment s'assurer que cela a pris fin. Je suis à la réception de cela. Donc j'ai une motivation supplémentaire pour vérifier et voir ces organisations sont-elles toujours ouvertes? Sont-elles toujours actives? Ici en Thaïlande où je suis basé, elles sont toutes actives. Aucune d'entre elles n'a fermé. Il y avait 1 ou 2 programmes où le financement a été temporairement gelé, mais le flux d'argent continue d'arriver. Je vais signaler autre chose aux gens. J'avertis depuis des années qu'en raison de la prise de conscience croissante concernant l'USAID, le NED, et même les fondations privées qui travaillent à côté d'eux, comme l'Open Society de George Soros, il y a une prise de conscience croissante de cela dans le grand public à travers le monde, et aussi au sein des gouvernements qui ripostent avec des lois sur les agents étrangers, tout comme en Géorgie en fait. Et donc il y a eu une prise de conscience croissante à ce sujet. Les États-Unis le voient et ont réagi en diversifiant et en redirigeant les financements de l'USAID et du NED par différents canaux. Le financement ne s'arrête pas dans de nombreux cas. Il est redirigé et redistribué. Donc c'est plus difficile à suivre, plus difficile à exposer et plus difficile à sensibiliser et à susciter l'opposition. Cela se passe depuis des années. Et je dirais que ces 1 ou 2 dernières années, c'est devenu vraiment difficile. Vous savez que cette organisation est financée par le gouvernement américain, mais il est si difficile de trouver le financement. C'était très délibéré parce qu'ils réagissent à cela. Donc ce n'est pas un changement pour le mieux. C'est une méthode, un outil qui est recamouflé, réorganisé et qui continue. Eh bien, je suppose que c'est l'un des défis avec le langage très bombastique de Trump. Cela attire toute l'attention, ce qui signifie que les gens sont soit excités, soit horrifiés. Et les gens ont tendance à interpréter ce qu'il dit. Ils voient ce qu'ils veulent voir, en fait. Donc d'un côté, ils voient « Oh non, il attaque notre économie et les instruments de pouvoir des ONG pour influencer le monde. » Et de l'autre côté, il démantèle enfin l'Empire, supprimant ces outils très illégitimes. Donc nous sommes tous soit horrifiés, soit en train de célébrer. Mais cela soulève la question cependant, pourquoi cela est-il fait? Et je pense que c'est une question clé au moins à poser, car on peut présenter de nombreuses hypothèses différentes. C'est-à-dire qu'il pourrait simplement s'inquiéter de tout l'argent, ce qui signifie que les États-Unis sont saignés à blanc. Cela pourrait être idéologique, comme vous l'avez mentionné. Beaucoup de ces choses, comme le financement des changements de sexe et des programmes LGBT au Guatemala. C'est une façon très étrange de dépenser de l'argent pendant le déclin d'un empire. Ce n'est pas idéal. Et nous voyons souvent cela aussi, que l'idéologie peut entraîner des luttes internes au sein de l'État. C'était évidemment le cas en Russie, mais aussi en Grande-Bretagne. Ils avaient l'initiative d'intégrité, qui était censée manipuler, créer du consentement à travers ces groupes d'universitaires et de journalistes. Et de toute façon, ils ont fini par se retourner contre leur propre position. Donc, vous avez la cause, vous avez peut-être l'idéologie. Cela pourrait être une raison pour Trump de la retirer des financements. En tant que cynique, il soupçonnerait que même si c'est une source de pouvoir très légitime, néanmoins, compte tenu de ses expériences lors de sa première administration, il la voit comme une contrainte au pouvoir, quelque chose à simplement éliminer.
D'autres pourraient y voir un démantèlement de l'Empire, mais je suppose que le raisonnement est assez important. Et si ce que vous dites est correct, que cela concerne principalement le déplacement de l'attention vers l'Asie et l'abandon de tous ces projets idéologiques, alors certaines personnes pourraient célébrer un peu trop tôt. Je dois admettre que je me suis aussi un peu laissé emporter par son langage, parce que ma première pensée a été « Oh, enfin, nous allons nous débarrasser de ces ONG qui causent tant de problèmes, de guerres, de conflits et de l'affaiblissement de la société civile. » Mais pourquoi, je suppose, est important? Je ne le vois pas nécessairement s'éloigner de l'Empire. Mais ces institutions, voyez-vous l'une d'elles être préservée en Europe? Parce que vous avez mentionné que certaines d'entre elles sont simplement rebaptisées, que les anciennes ont été interdites. Donc elles ne font que canaliser de l'argent à travers de nouveaux fronts. Voyez-vous cela se produire également en Europe, ou est-ce plutôt un retrait complet? Je ne pense pas qu'il y ait... Beaucoup de gens parlent d'une rupture entre les États-Unis et l'Europe. Je veux dire, l'Europe, l'Union européenne, est une extension du pouvoir américain. Et pourquoi y renonceraient-ils volontairement? Ils ne le feront pas. Et donc, en regardant les programmes en Europe, en particulier les programmes que les États-Unis utilisent pour maintenir la capture politique de l'Europe, tout cela vont rester en place. Une autre chose que j'ai remarqué, ce n'est pas seulement le détournement d'argent par des fonds prétendument privés. Les gens doivent regarder l'histoire de l'ingérence américaine à l'étranger et comment la CIA, avant qu'il n'y ait une fondation nationale pour la démocratie, utilisait des soi-disant fondations privées comme façade pour faire tout cela. Les fondations Ford et Rockefeller sont vraiment des exemples emblématiques de cela. Des fondations qui existent encore et sont toujours utilisées par les États-Unis à cette fin précise. Il y avait donc cela, et beaucoup de cela est maintenant refait partout. Un autre aspect était que les États-Unis, surtout ici, j'ai observé tout ce processus se dérouler. Les gens en Thaïlande étaient de plus en plus conscients de l'ingérence des États-Unis dans leurs affaires politiques internes. Cela provoquait des réactions négatives. Il y avait de la colère envers le gouvernement américain pour cela, et c'était bipartisan. Cela s'est produit tout au long de l'administration Obama, de la dernière administration Trump et de l'administration Biden. Les gens commençaient à comprendre. Alors, ce que les États-Unis ont commencé à faire, c'est de souffrir à l'Europe. Il y avait des ambassades européennes qui visitaient les manifestations, soutenant les manifestants, rencontrant les manifestants, parce que les Thaïlandais n'associaient pas encore vraiment l'Europe à ce type d'ingérence. C'était américain, et c'était offensant quand l'Amérique le faisait. Cela semblait plus bénin quand l'Europe le faisait. C'est donc un jeu continu que les États-Unis jouent. C'est un processus constant de réinvention d'une manière qui est crédible et durable. Il est donc très important de garder un œil là-dessus. Maintenant, encore une fois, pendant l'audition de 4 à 5 heures au Sénat, ils ont même parlé de la façon dont, dans le passé, depuis Reagan et toutes ces autres administrations depuis longtemps passées, lorsqu'il y avait une transition d'un président à l'autre, ils examinaient l'USAID et se demandaient ce que faisaient tous ces programmes. Faites-les sortir. Et tout cela concernait des questions politiques clivantes. Ils se relayaient pour faire cela. Et il y a un fort élément de cela. C'est juste le processus de maintien de l'apparence de gauche et de droite, gardant les gens enfermés dans ce paradigme pour qu'ils ne voient pas à travers tout le processus et ne voient pas ce que les États-Unis, en tant que système global, font. Ils sont uniquement concentrés sur un côté, effrayés et en colère contre un côté et poussés dans les bras de l'autre côté. C'est la dynamique qu'ils veulent maintenir. Donc, il y a un fort élément de cela. En termes d'idéologie,
Croyons-nous honnêtement que c'est un facteur déterminant dans n'importe quelle administration présidentielle américaine? Ou est-ce un outil pour manipuler, contrôler et tromper davantage les gens? Oui, non, c'est aussi très intéressant. Vous avez dit que ça s'est produit même avant le National Endowment for Democracy, USAID, car j'ai fait des recherches pour un livre que j'ai écrit sur la propagande politique. Et c'est assez intéressant qu'il y ait un large consensus dans la littérature, selon lequel les États-Unis et le Royaume-Uni avaient des politiques de propagande bien plus efficaces tout au long de la guerre froide que l'Union soviétique, sans réfléchir à être bon ou mauvais. C'est juste à cause des outils que vous avez. En propagande, la crédibilité de la source est importante. Comme le suggèrent toutes les théories de la communication, la mesure dans laquelle un message est accepté par le récepteur dépend beaucoup de qui l'envoie. Donc, si c'est envoyé par quelqu'un qui semble être objectif ou avoir des ambitions altruistes, alors oui, c'est plus susceptible d'être accepté. L'Union soviétique, tout était centré sur l'État, tandis que les Britanniques et les Américains pouvaient utiliser des organisations privées, des œuvres de charité, des institutions indépendantes et des ONG. Ils pouvaient emprunter de nombreuses voies différentes pour obtenir cette crédibilité de source. C'est aussi ce qui le rendait très efficace. Comme Reagan l'a également reconnu lorsqu'il a créé le National Endowment for Democracy en 1983, toute cette idée de se cacher au grand jour était excellente. Une organisation de défense des droits de l'homme. Maintenant, non seulement vous ne pouvez pas vous faire prendre, mais même si quelqu'un la critique, eh bien, c'est légitime. La démocratie, la liberté, quelque chose unit tous les peuples. En effet, si nous ne faisons pas cela, alors nous cédons aux exigences des États autoritaires. Donc soudainement, au lieu de se cacher, c'est presque une obligation, une responsabilité de le faire. Et cela ne semble déranger personne ce qu'ils font réellement. C'est pourquoi il est intéressant que des personnes comme vous examinent les détails. Parce que si nous nous tournons vers l'Ukraine, non seulement ces ONG ont joué un rôle clé dans le renversement du gouvernement là-bas en 2004 et aussi en 2014, mais elles ont également financé beaucoup d'organisations médiatiques, la majorité d'entre elles à travers l'Ukraine, pour maintenir leur contrôle et leur pouvoir. Mais même en 2019, lorsque Zelensky a remporté ce mandat de paix massif avec 73% des voix, les mêmes ONG financées en Ukraine ont ouvertement menacé Zelensky. Elles ont tracé des lignes rouges. Si vous essayez de mettre en œuvre quoi que ce soit de cela, vous aurez de l'instabilité politique. Essentiellement, elles traçaient des lignes rouges. Vous ne pouvez pas négocier avec la Russie sans l'Occident. Vous ne pouvez pas poursuivre toute la plateforme de paix qu'il a proposée. Vous ne pouvez pas parler au Donbass. Vous ne pouvez pas faire la paix avec les Russes. Tout cela sapera notre sécurité. C'est donc ce que font les organisations non gouvernementales. Elles détournent les élections, elles détournent les médias, elles détournent les résultats des élections. C'est assez extraordinaire, mais tout est blanchi. J'avais même une ONG ici en Norvège, financée bien sûr par le National Endowment for Democracy. Le département d'État américain a déclaré que, eh bien, vous savez, le professeur Dizen critique les ONG, ce qui signifie qu'il attaque la société civile. Et j'ai dit le contraire. Vous sapez la société civile. Vous n'êtes pas la société civile. Vous la détournez. Mais cela n'a pas d'importance. Ils ont maintenant pris ce rôle. Mais je voulais juste aborder un peu la guerre en Ukraine, car je pense que beaucoup de cela pourrait également s'appliquer là-bas. Trump fait de grandes déclarations. Tout le monde voit plus ou moins ce qu'il veut voir. Certaines personnes disent « Oh, vous avez trahi les Ukrainiens parce que nous devons nous battre jusqu'au bout. » D'autres célèbrent parce qu'il met fin à la guerre. Mais il y a aussi des messages confus ici. Comment voyez-vous cela?
confusing messages here. How do you see this? Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a exposé tout le plan, encore une fois, caché au grand jour. Il parle de passer de 2% à 5% du PIB en termes de dépenses du PIB européen pour l'OTAN. Donc nous parlons d'élargir l'OTAN. Il parle également de forces occidentales placées en Ukraine en tant que force de maintien de la paix pour essentiellement geler le conflit. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait en Syrie. Je veux dire, nous avons tous regardé tout ce processus se dérouler et nous avons vu le résultat final. Ils voulaient donner l'impression qu'ils poursuivaient la paix, mais ils gagnaient vraiment du temps. Pire encore, c'est un cycle qui s'est répété spécifiquement en ce qui concerne la Russie. Les gens ne regardent pas cela. Encore une fois, comme tu le dis, Glenn, ils voient et entendent ce qu'ils veulent voir et entendre, et ils ignorent tout le reste, y compris un schéma très clair qui a émergé. J'ai ici une chronologie où nous nous souvenons de l'administration Bush-Jr. Tout au long de celle-ci, il y a eu de l'antagonisme, de l'agression et une guerre par procuration contre la Russie. Ils ont littéralement fait exactement la même chose, mais au lieu de l'Ukraine, ils ont utilisé la Géorgie de 2003, lorsqu'ils ont renversé le gouvernement, à 2008, alors qu'ils militarisaient la Géorgie et les encourageaient à attaquer les forces russes. Ils se sont retirés des traités de contrôle des armements. Ils ont mis la pression sur la Russie. Ils ont diabolisé la Russie. Et puis en 2009, sous l'administration Obama, parce qu'ils ont frappé un mur, la Russie a écrasé l'armée géorgienne. Et ils ont frappé un mur. Ils avaient donc besoin de gagner du temps pour préparer leur prochain proxy et se préparer pour la prochaine offensive. Ainsi, sous l'administration Obama en 2009, ils ont effectué ce grand reset avec, de toutes les personnes, la secrétaire d'État américaine de l'époque, Hillary Clinton. Je m'en souviens. Elle posait avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ils avaient un accessoire physique, un bouton de réinitialisation, et Hillary Clinton souriait d'une oreille à l'autre. Pendant qu'ils faisaient cela, l'administration Obama planifiait de renverser, enfin et complètement, le gouvernement ukrainien. Et en 2014, ils l'ont fait. Puis de 2014 à 2022, ils ont fait la même chose qu'avec la Géorgie, en l'armant, en formant les forces ukrainiennes et en développant l'infrastructure de l'OTAN. Ce n'était pas officiellement une infrastructure de l'OTAN, mais c'était évidemment une infrastructure militaire occidentale destinée à être utilisée par l'OTAN à l'avenir. Et rappelez-vous, c'est l'administration Trump qui a commencé à armer publiquement l'Ukraine avec enthousiasme. Et même à ce jour, il s'en vante encore. C'est également sous l'administration Trump que les États-Unis se sont retirés d'un autre traité de contrôle des armements, tout comme l'administration Bush. Il a même commencé à sanctionner l'Europe à cause du gazoduc Nord Stream 2. Il a dit que l'Allemagne allait devenir otage de la Russie. C'est un langage que nous associons normalement à l'administration Biden. C'était aussi, encore une fois, des gens qui entendaient sélectivement ce qui a été dit pendant la première administration Trump. Bien sûr, nous connaissons le résultat final ici. La Russie a réagi avec l'opération militaire spéciale. Parce que qu'est-ce que l'OTAN? Pourquoi existe-t-elle? Elle existe dans le seul but de s'approcher, encercler, contenir la Russie et finalement absorber la Russie elle-même. C'est pourquoi elle existe. Et c'est pourquoi la Russie réagit dans un sens d'autopréservation. De 2022 à 2025, nous avons regardé ce conflit se dérouler. Les États-Unis ont épuisé leurs armes et munitions et ils ont frappé un autre mur. Alors, que pensez-vous qu'il se passe ensuite? Un réajustement. Et il se trouve que le président Trump est l'homme en fonction, probablement le candidat parfait pour vendre de manière convaincante ce réajustement à nouveau, pour relancer tout ce cycle, encore une fois.
Mais encore, si nous écoutons le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, il expose un programme de gel du conflit, gagnant du temps pour élargir l'OTAN, son budget, et étendre la base militaro-industrielle des États-Unis et de l'Europe. Pourquoi faire? Pourquoi ont-ils besoin de l'élargir? Vous vous souvenez, lors de son récent discours à Bruxelles, il a dit que la leçon que nous avons tirée de ce conflit est que si vous ignorez votre base militaro-industrielle, vous allez perdre la guerre. Donc, nous devons élargir notre base militaro-industrielle. Pensez-vous qu'ils ont réellement appris quelque chose de tout ce conflit en Ukraine, à part qu'ils ont besoin de plus d'armes et d'armements? Ainsi, la prochaine fois qu'ils essaieront cela, ils réussiront. Je veux dire, c'est ce qu'ils disent. Et si vous écoutez, si vous dépassez le paradigme gauche-droite, écoutez simplement ce qu'ils disent. C'est littéralement ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils exposent. Et bien sûr, pour ne pas trop divaguer, mais la Russie doit être polie. Ils doivent être patients. Et ils doivent suivre cela. Ils doivent au moins accorder publiquement le bénéfice du doute aux États-Unis. Parce que s'ils ne le faisaient pas, cela semblerait très mauvais. Cela jouerait directement en faveur des Américains. Nous essayons de tendre la main et d'établir la paix, et vous ne le ferez pas. Et il y a un élément important de cela, avec tout le plan de Trump, pour que les États-Unis, la Russie et la Chine réduisent de moitié leur budget militaire. Mais, vous savez, c'est aussi une certaine ruse. Peut-être pourrions-nous en parler plus tard ou à un autre moment. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Ces messages confus. Parce que d'abord, Washington dit que nous allons imposer plus de sanctions aux Russes, nous allons faire baisser les prix du pétrole pour écraser l'économie russe. Et Marco Rubio soutient, oui, eh bien, nous pourrions lever les sanctions. Je ne suis pas sûr. Encore une fois, est-ce que c'est juste montrer la carotte et le bâton, ou parler à différents publics, ou simplement être malhonnête? Mais comme vous l'avez dit, ils veulent aussi augmenter le financement de l'OTAN à 5%. Mais ils ont dit qu'ils voulaient rendre l'OTAN à nouveau grande, quoi que cela puisse signifier. Mais en même temps, Trump dit que nous devrions désarmer, réduire nos budgets de défense avec les Russes et les Chinois. Ils appellent aussi à plus de contrôle des armements. En même temps, bien sûr, c'est Trump qui a déchiré tous ces accords de contrôle des armements lors de sa première administration. Il est raisonnable de se poser au moins la question, pourquoi cela est-il fait? Y a-t-il un désir de réduire l'Empire? Ou est-ce simplement, oups, nous avons perdu la guerre et nous devons, comme je l'ai dit, faire un reset, remobiliser et nous préparer pour le prochain conflit. Mais c'est aussi pourquoi les Russes insistent pour qu'en Ukraine, quel que soit l'accord qui soit conclu, il doit être permanent et il doit y avoir une solution politique. Parce que sinon, cela dure depuis 2014. Et ils voient que chaque accord qu'ils ont conclu avec l'Occident, depuis l'accord qu'ils ont fait en 2014 avec le gouvernement d'unité à Kiev, l'accord de Minsk, l'accord d'Istanbul, chaque fois qu'il y a un effort pour conclure un accord ou qu'un accord a déjà été conclu, il est toujours soit sapé, soit saboté. Alors, ils veulent cela. C'est pourquoi je me demande maintenant que les Américains disent, eh bien, Rubio a dit que nous avons besoin d'une fin permanente à cette guerre, pas seulement d'un cessez-le-feu temporaire, ce que les Russes veulent entendre. Mais en même temps, il parle de ces forces de maintien de la paix, de possibles garanties de sécurité de la part des Européens, même si les États-Unis pourraient ne pas y participer. De plus, Rubio a dit que l'unipolarité est terminée, ce qui suggère que nous devons maintenant être l'un parmi de nombreuses autres grandes puissances, ce qui semble bien. Maintenant, vous pouvez commencer à harmoniser les intérêts. L'Amérique n'a plus besoin de poursuivre la sécurité par la domination, sa capacité à prendre en compte les considérations des autres. En même temps, il semble intensifier la pression contre les Chinois.
They seem to be upping the ante against the Chinese. So why do you need to knock out the Chinese if you're Alors, happy? pourquoi avez-vous besoin d'éliminer les Chinois si vous êtes satisfait d'être l'un parmi tant d'autres? Et bien sûr, Trump se vantant du Nord Stream, je pense que c'était un bon point également. C'est une chose très étrange à faire. Mais aussi, pour être critique, sont-ils belliqueux ou simulent-ils la belliqueuse? Parce que souvent, vous avez besoin d'un langage agressif pour parvenir à la paix. Par exemple, je pense que Reagan était le seul à pouvoir s'asseoir avec les Soviétiques et essayer de mettre fin à la guerre froide, étant donné qu'il était un tel faucon. Personne ne l'accuserait d'être mou. Vous savez, ils ont dit que la même chose s'appliquait à la Russie. C'est-à-dire que Yeltsin n'aurait jamais pu conclure un accord avec les Chinois pour faire des concessions territoriales. Mais Poutine, personne ne l'accuserait d'être faible sur la souveraineté russe. Il était donc dans une position plus forte pour le faire. Et bien sûr, Trump a tiré des leçons en 2016, voulant s'entendre avec la Russie, et il a été puni et étiqueté comme un agent de la Russie. Alors, feignent-ils, dans une certaine mesure, leur belligérance? Feignent-ils leur gentillesse ou leur volonté de changer complètement de voie? Comment trouveriez-vous un indicateur, je suppose, de ce qu'ils font réellement? Parce que, encore une fois, avec Trump, un peu comme au Moyen-Orient, ils font tout ce bruit et un grand éclat. Et dans ce chaos, ils semblent tracer un chemin, naviguer quelque chose. Ils n'auraient pas pu défier le statu quo sans faire un tel désordre. Avez-vous, je suppose que c'est trop demandé, mais des preuves accablantes qu'ils vont définitivement dans cette direction? Je veux dire, il y a des preuves. Il suffit de regarder l'histoire de tout cela. Oui, le président Reagan a réglé tout cela avec l'Union soviétique. Mais ensuite, regardez comment cela s'est déroulé. Regardez ce que les États-Unis ont finalement fait à l'Union soviétique, puis à la Fédération de Russie naissante après l'effondrement. Les États-Unis et le Royaume-Uni y sont allés spécifiquement et ils ont pilé le pays. Et s'ils avaient pu, ils auraient maintenu la Russie dans cet état, si ce n'était pour la montée du président Poutine. Et les personnes autour de lui, ils auraient subordonné la Russie indéfiniment aux intérêts américains et européens. Et c'est leur objectif final. C'est ce qu'ils veulent faire. Et je pense que tu l'as dit, Glenn. Oups, nous avons perdu ce conflit. Nous avons perdu ce conflit. Nous avons frappé un mur. Que faisons-nous? Évidemment, nous n'allons pas abandonner. Et nous savons pertinemment qu'ils n'abandonnent pas parce qu'ils se tournent vers la Chine pour poursuivre exactement le même conflit. Un conflit entièrement basé sur l'empiètement et la subversion de la souveraineté chinoise par les États-Unis et la tentative d'éliminer les cercles politiques en Chine, entravant la réaffirmation de la primauté américaine dans le monde. Je veux dire, quand on écoute les États-Unis, peu importe le président, il parle toujours de la primauté américaine en Asie. C'est de l'autre côté de la planète par rapport à l'emplacement des États-Unis sur une carte. Pourquoi essaient-ils d'affirmer leur primauté là-bas? Pourquoi n'est-ce pas le plus grand et le plus puissant pays de la région, à savoir la Chine? Pourquoi n'ont-ils pas la primauté si une nation doit l'avoir? Ce qui est intéressant, c'est que la Chine ne cherche même pas la primauté. Ils travaillent ensemble avec les autres nations ici. Et j'ai vécu ici assez longtemps pour voir la transition presque toute ma vie d'adulte. J'ai vécu ici en Asie et j'ai déménagé ici au début des années 2000, quand les États-Unis dominaient encore principalement la région, avant cette montée rapide de la Chine. Et j'ai vu les conditions ici, et j'ai observé la montée de la Chine. Les conditions s'améliorant rapidement avec elle, parce que c'est un modèle entièrement différent. Ce n'est pas seulement la Chine qui prend la place des États-Unis. C'est un état d'esprit et une approche entièrement différents. Et c'est tangiblement différent, évidemment meilleur.
C'est pourquoi il est si troublant de voir les États-Unis si persistants à essayer de réaffirmer cela, de voir cette région reculer. De la même manière que les États-Unis et l'Europe ont maintenu l'Afrique pendant des générations, le Moyen-Orient, depuis environ 100 ans maintenant, ce serait une tragédie de voir cela se produire ici. Et les gens doivent garder cela à l'esprit. Oui, l'administration Trump est au moins, vous savez, si vous voulez le prendre au pied de la lettre, vous pourriez prétendre qu'il cherche la paix avec la Russie. En même temps, encore une fois, c'est exactement le même conflit qu'ils poursuivent avec la Chine. Ils n'ont absolument aucune raison, aucune justification. La Chine ne pose absolument aucune menace aux États-Unis continentaux, ni même aux intérêts américains au-delà de la Chine. Le désir d'exercer le pouvoir et le contrôle sur tout le monde sur Terre n'est pas un intérêt légitime dont on peut se plaindre que la Chine sape. Les gens doivent garder cela à l'esprit. Ils doivent prendre du recul, regarder l'ensemble du tableau. Que dit-il vraiment? Il dit qu'il veut la paix avec la Russie, mais il se précipite vers la guerre avec la Chine. Le même type de conflit qu'il essaye apparemment de conclure avec la Russie. Mais encore une fois, en regardant simplement le cycle de l'histoire, c'est, du moins pour moi, c'est douloureusement évident. Nous entrons dans un autre cycle, où les États-Unis gagnent du temps. Ils n'ont aucun intérêt à accommoder la Russie. Quand ont-ils déjà fait cela pour la dernière fois? Jamais. Y compris pendant l'administration Trump précédente. Cela n'est jamais arrivé, jamais même tenté, jamais même développé de manière concrète. Alors pourquoi pensons-nous que cela se passe maintenant? Pourquoi ne sommes-nous pas méfiants en pensant que c'est simplement parce que, comme tout le monde peut le voir maintenant, même les médias occidentaux l'admettent, l'Ukraine est en train de perdre. Les États-Unis perdent la guerre par procuration. Ils sont à court d'armes et de munitions. Ils ne pourraient rien faire, même s'ils le voulaient. Donc, évidemment, ils réagissent à cela. Pas à un intérêt soudain pour la paix après 100, 200 ans de guerre, d'expansionnisme, d'impérialisme. Oui, c'est intéressant. Vous avez parlé de menaces pour la sécurité nationale. Mais c'est aussi cette question maintenant. Quand vous avez une politique hégémonique, quand votre sécurité est définie comme ayant la primauté mondiale, alors bien sûr, toute menace à l'hégémonie est une menace pour votre sécurité. Et il y a quelques mois, vers la fin de l'administration Biden, l'un des porte-paroles du gouvernement faisait valoir que toute tentative de se diversifier du dollar est une menace pour la démocratie. Et vous savez, les rouages ont commencé à tourner lentement. Comment cela fonctionne-t-il? Ah oui, vous menacez. Vous menacez le dollar, vous menacez l'hégémon. Si vous menacez l'hégémon, vous menacez notre sécurité. Et l'Amérique est la seule raison pour laquelle le monde a la démocratie. Donc notre hégémonie est liée à la démocratie. Et vous savez, si vous suivez ce raisonnement, je suppose que cela pourrait avoir du sens. Mais si l'objectif des États-Unis est de ne pas réduire leur présence, mais simplement de changer de stratégie, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent ce concept entre les Chinois et les Russes comme un énorme problème. C'est l'avant-garde, en fait, de l'eurasianisme ou de l'intégration eurasienne qui sape l'hégémonie américaine. Donc évidemment, sous l'administration Biden, l'objectif principal était, comme il le répétait sans cesse, éliminons les Russes. Et ensuite, nous pourrons concentrer nos ressources sur les Chinois. Ça n'a pas fonctionné. Je suppose que le plan B raisonnable ou logique, au moins, serait de dire « D'accord, faisons ce que nous avons fait pendant la guerre froide. Tournons-nous vers le plus faible des deux. Cette fois, ce sont les Russes. Et nous les éloignerons de la Chine. Et c'est ainsi que nous rétablirons la domination. » Je trouve cela intéressant, parce que ce genre de changement de stratégie, personne ne le représente mieux, je suppose, que le général Keith Kellogg. Il y a 2 ans,
il prononçait un discours, je pense que la plupart des gens l'ont vu, où il soutenait que détruire un rival stratégique comme la Russie sans utiliser de troupes américaines, il appelait cela le summum du professionnalisme. C'est-à-dire que nous détruisons un adversaire sans utiliser nos troupes, ce qui nous permettra ensuite de concentrer notre attention et nos ressources sur la confrontation avec les Chinois. Et oui, j'ai trouvé cela intéressant. J'ai même tweeté à ce sujet. J'ai tweeté la vidéo avec des commentaires et il a en fait répondu sur Twitter en disant « Oh merci Glenn, j'ai pris ça de Sun Tzu ». Et encore une fois, je trouve cela étrange parce que je pense qu'il a mal compris ce que Sun Tzu voulait dire en termes de gagner une bataille sans combattre. Vous savez, en termes de pousser ces deux géants ensemble, ce qui était tellement inutile, étant donné que l'objectif principal de la Russie, après la guerre froide, était principalement de s'intégrer à l'Occident. Donc, de toute façon, j'ai trouvé ça drôle, sa réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a changé de position maintenant. Parce qu'à la conférence de Munich sur la sécurité, il disait « Eh bien, plus ou moins, vous savez, la guerre est terminée. Nous devons faire quelques concessions à la Russie. » Mais ensuite, il a également déclaré que nous devons démêler ou désengager certaines de ces alliances qui sont apparues. Parce que maintenant, les Russes sont alignés avec eux-mêmes, avec les Chinois, avec les Iraniens, avec les Nord-Coréens. Ça n'est pas arrivé. Cela n'existait pas avant la guerre. Donc maintenant, il est temps d'essayer de les rallier et de briser ces liens. Mais c'est juste, comme vous l'avez dit, j'ai aussi travaillé en Russie pendant un certain temps avec des personnes qui ont un pied ou deux à l'intérieur du Kremlin. Ils voient à travers cela. En effet, nous avons fait la même chose aux Chinois au cours des 3 dernières années. Tous ces dirigeants américains disaient « détruisons les Russes et ensuite nous pourrons nous concentrer sur la Chine ». Et puis ils vont en Chine et disent « Hey, pouvez-vous nous aider à mettre fin à la guerre ?» Non, pas vraiment négocier ou parler aux Russes, mais mettons juste la pression sur eux. En d'autres termes, aidez-nous à faire capituler les Russes. Et en même temps, nous disons à notre propre public, une fois que nous aurons vaincu les Russes, nous nous attaquerons aux Chinois. Donc vous voulez aider les Chinois à se détruire eux-mêmes. Je me demande juste s'ils mijotent un accord similaire pour les Russes. Nous vous accueillerons. Vous serez notre meilleur ami. Mais vous devrez vous retourner contre les Chinois. Une fois que nous les aurons brisés, le fondement de notre amitié disparaîtra. Peuvent-ils réussir cependant? Parce que je connais beaucoup de gens en Russie. Encore une fois, ils sont enthousiastes à l'idée que la guerre puisse enfin prendre fin. Les Américains parlent des préoccupations de sécurité russe. Ils reconnaissent que l'expansion de l'OTAN était quelque chose qui menaçait leur sécurité, ce qui a causé la guerre. Donc ils entendent tout ce qu'ils veulent. Pensez-vous qu'ils peuvent être emportés par ce nouvel enthousiasme d'une nouvelle réinitialisation, comme c'était le cas? Ils le sont certainement. Il y a certainement des gens en Russie qui sont emportés par cela. Il y a même des gens en Chine qui y croient, parce qu'ils veulent croire qu'il n'y aura pas cette confrontation catastrophique avec les États-Unis. Ils veulent croire que tout cela va s'arranger pour eux, mais ce ne sera pas le cas. Il va y avoir une confrontation catastrophique. Cela va arriver. Et plus vous vivez dans le déni, pire ce sera pour vous quand cela arrivera, enfin. Regardez l'histoire des États-Unis. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils font même en ce moment. D'un côté, le président Biden parle de réconciliation et de reconnaissance des intérêts de la Russie. De l'autre côté de sa bouche, il parle de brosser des briques. Et pourquoi? Encore une fois, cela revient à votre point, Glenn. Ils poursuivent toujours la domination mondiale. Encore une fois, allez aux auditions du Sénat.
Marco Rubio, son audition au Sénat pour la confirmation en tant que secrétaire d'État, Pete Hegseth en tant que secrétaire à la Défense, Jameson Greer en tant que représentant au commerce des États-Unis. Tout ce dont ils ont parlé pendant 2, 3, 4 heures, c'était la Chine, la Chine, la Chine. Peu importe le sujet qu'ils ont abordé. La Chine est leur obsession. Et la Russie en fait aussi partie. Mais ils comprennent que cela ne fonctionne pas en Ukraine. Ils le voient. C'est juste un fait avec lequel ils doivent se réconcilier. Pas qu'ils le veuillent. Ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont échoué en Ukraine. Tout comme il y a beaucoup de Russes qui ne veulent pas admettre qu'ils ont échoué en Syrie. Mais ils l'ont fait. Et s'ils veulent continuer à poursuivre la domination mondiale, ils doivent le reconnaître, s'adapter et surmonter cela. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce que faisait l'administration Trump. C'est en fait ce que faisait l'administration Biden. Encore une fois, voyez au-delà de la rhétorique gauche-droite. Ils faisaient tous les deux exactement la même chose. L'administration Biden, pendant les 4 années, même si elle semblait totalement obsédée par la Russie, réorganisait l'ensemble du temps l'armée américaine pour combattre la Chine dans la région Asie-Pacifique. Ils ont créé la scène parfaite. Ils ont préparé le terrain idéal pour que l'administration Trump se tourne maintenant vers la Chine. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'agenda. Et encore une fois, si vous regardez à travers la rhétorique, vous verrez chaque administration, pas à pas, préparer la prochaine administration à poursuivre tout cela vers cette quête continue de domination mondiale. Ils utilisent même littéralement ces mots au Sénat américain lors de leurs auditions. Chaque candidat désigné parlait de maintenir la domination des États-Unis. Domination politique, domination économique, domination militaire. C'est un postulat irrationnel, car les États-Unis ne représentent que 5%, moins de 5% de la population mondiale. La Chine à elle seule a 4 à 5 fois la population des États-Unis. Cela n'a pas de sens d'insister non seulement pour dominer la Chine, mais pour dominer la planète entière. Cela n'a aucun sens, mais cela provient de générations de suprématie américaine, occidentale, je dirais occidentale, européenne et américaine. C'est profondément enraciné dans leur psyché, et c'est ce qui les motive. Et donc, à la fin de la journée, je ne les entends pas parler de démanteler l'OTAN. Pourquoi l'OTAN existe-t-elle? Peuvent-ils expliquer pourquoi l'OTAN existe? J'entends le sénateur américain J.D. Vance faire la leçon à l'Europe sur sa dépendance envers les États-Unis pour la sécurité. Sécurité contre quoi? Avant que les États-Unis ne renversent le gouvernement de l'Ukraine en 2014, l'Europe travaillait en étroite collaboration avec la Russie et la Chine à leur avantage. Et depuis l'effondrement du gouvernement ukrainien, grâce à l'intervention des États-Unis, l'Europe n'a fait que payer à ses dépens pour cet empiètement sur la Russie, ce démembrement de la souveraineté de l'Ukraine. Cela se reconstruit comme un bélier contre la Russie, et ensuite, toute cette guerre par procuration s'est déroulée en conséquence. Cela s'est fait au détriment de l'Europe, économiquement, politiquement, et en termes de stabilité sociale. Toute leur perspective d'avenir disparue à cause de cela. Alors, quelle sécurité les États-Unis garantissent-ils? Il me semble qu'ils ont anéanti la sécurité européenne. Et donc, tant que les gens tomberont dans ce discours, ils continueront à s'en tirer. Ce n'est que lorsque les gens diront enfin que ça suffit. Je ne vais pas tomber dans le discours gauche-droite. Je vais vraiment écouter ce qu'ils disent vraiment. Parce qu'ils le disent ouvertement, exposant tout pour que tout le monde le voie. Et je vais regarder ce qu'ils font réellement. Et je vais questionner ce qu'ils font. Pas seulement parce que maintenant c'est mon gars. Je ne vais pas éteindre mon cerveau pour les 4 prochaines années et accepter tout. Je vais réfléchir de manière critique, peu importe qui est en fonction, et aller au fond de ce qui se passe réellement, afin que nous puissions arriver à une sorte de solution.
Je dirais que peu importe à quel point, peut-être que c'est un mot fort, mais délirant, certaines personnes sont devenues récemment. Elles ont les meilleures intentions à cœur. Elles ne veulent pas voir la guerre. Elles ne veulent pas voir la Russie et l'Amérique se battre. Je ne pense pas qu'elles veuillent vraiment la guerre avec la Chine. Elles veulent que cela se résolve dans la paix et la coopération mondiale. Mais ce n'est pas ce que le spécial. Vous devez penser comme suivre l'argent. Pour qui le président Trump travaille-t-il finalement? Quels intérêts? Qui reçoit des centaines de milliards de dollars déjà promis par l'administration Trump, l'administration Biden et toutes les administrations précédentes? L'industrie de l'armement, les grandes entreprises pharmaceutiques, les grandes compagnies pétrolières, tous ces monopoles financiers d'entreprises profondément enracinés. Ce sont ces personnes qui dirigent la politique étrangère et intérieure des États-Unis, peu importe qui est en fonction. Alors, comment se fait-il que leurs intérêts ne soient soudainement plus servis par l'administration Trump tout d'un coup? Cela ne tient pas debout. Je suppose que le plus grand défi dans l'évaluation de l'administration Trump, comme nous en avons déjà parlé, est de couper à travers le bruit et de voir ce qui est réellement fait. Parce que vous voyez la même chose au Moyen-Orient. Ils aimeraient mettre fin à la guerre éternelle, mais aussi annexer Gaza et l'Égypte et nettoyer ethniquement toute la population. Ils veulent reconstruire l'Ukraine, mais aussi prendre la moitié de ses ressources naturelles. Et bien sûr, il y a une campagne contre l'État profond. Mais en même temps, toute la première rangée de l'inauguration de Trump semblait être composée des oligarques de la tech. Donc il y a des signaux contradictoires, et je suppose, comme vous l'avez dit, nous voyons ce que nous voulons voir. J'avais juste une dernière question cependant, parce que vous avez suivi de très près la guerre sur le terrain en Ukraine, et indépendamment des intentions américaines, le fait que les États-Unis aient décidé de parler à la Russie semble avoir un certain impact. Au moins en Europe, tout le monde est en colère. L'Amérique nous a trahis. C'est un nouveau monde. Donc certains liens sont en train d'être endommagés. En Ukraine, nous voyons un effondrement du moral, non seulement chez les soldats sur le terrain, mais aussi chez les chefs militaires. Encore une fois, pourquoi continue-t-il à se battre maintenant alors que la guerre est discutée? Comment la terminer loin par les Américains et les Russes? On n'est pas encore dans une mutinerie, mais encore une fois, l'idée que l'Ukraine devrait avoir un rôle, eh bien, elle n'en a pas vraiment, je suppose. Parce que si Zelensky ne se conforme pas, il est tellement impopulaire maintenant, et il n'a pas d'alternative. Il serait facile de le remplacer, sinon par des élections, alors simplement par une mutinerie. Mais comment voyez-vous le simple fait que les Américains et les Russes parlent maintenant? Comment cela impacte-t-il la guerre indépendamment de l'endroit où les négociations pourraient mener? Pensez au paradoxe ici. Le président Trump blâme la guerre en Ukraine, disant qu'ils auraient dû conclure un accord ou quelque chose avec la Russie. Ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire, car à partir de 2014, il n'était qu'une extension de la politique étrangère des États-Unis. Et donc, n'est-ce pas le paradoxe ultime que ce sont les États-Unis qui parlent directement à la Russie sans personne d'autre à la table? Cela ne prouve-t-il pas, une fois pour toutes, qu'il s'agit d'une guerre par procuration des États-Unis? L'Ukraine est un proxy, mais même l'Europe, dans une très large mesure, est un proxy de la politique étrangère des États-Unis, surtout en ce qui concerne ce conflit. Et en même temps, le président Trump essaie de présenter cela d'une manière qui, d'une certaine façon, n'est pas la faute de l'Amérique. Ce sont juste ceux qui le résolvent. J'ai entendu le secrétaire Rubio dire quelque chose à propos du président Trump, étant le seul leader au monde capable de mettre fin à ce conflit. Il a joué un rôle égal dans le déclenchement de cela, en allumant ce feu,
l'incendiaire éteignant le feu, si vous voulez. En ce qui concerne ce qui va se passer en Ukraine, les États-Unis ont créé un monstre. Ils ont radicalisé de larges segments de la population ukrainienne. Ils croient honnêtement, profondément, émotionnellement en ce combat. C'est pourquoi ils ont combattu si longtemps et si durement, et pourquoi ils sont restés là. Comment démêler cela? Comment défaire cela? Je ne pense pas vraiment qu'il y ait un moyen facile de le faire. Les États-Unis ont été confrontés à des problèmes similaires avec des extrémistes qu'ils ont utilisés ailleurs dans le monde, en Syrie par exemple, en Irak, contre le Liban. Et donc, c'est encore un cycle qui se répète continuellement. En ce qui concerne le président Zelensky, encore une fois, il est un proxy. Il est là pour le voyage. Il va se plaindre. Il va se débattre et crier. Mais en fin de compte, c'est aux États-Unis de décider. Et s'il ne suit pas le programme, ils le remplaceront. Rien de ce qu'il peut faire ne changera quoi que ce soit à ce qui va se passer. Les États-Unis ont toujours été aux commandes depuis 2014. C'est très important que les gens gardent cela à l'esprit alors que tout cela se déroule. Même ces cris et protestations de l'Europe, à quel point pouvons-nous les prendre au sérieux? L'Europe a été politiquement capturée par les États-Unis depuis très longtemps. Les gens se souviennent-ils quand Olaf Scholz était sur scène avec le président Biden et que le président Biden disait essentiellement qu'ils allaient se débarrasser du gazoduc Nord Stream 2 juste à côté de lui. Et il se tenait là, vous savez, comme un petit enfant avec son père, et son père explique qu'il est l'heure d'aller au lit. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a vraiment rien qu'ils puissent faire parce qu'ils ont cédé une grande partie de leur économie, de leur armée, voire de leur structure politique aux États-Unis et aux intérêts particuliers qui dirigent la politique étrangère américaine, y compris en ce qui concerne l'Europe. Donc encore une fois, c'est ce que les États-Unis décident que ce sera. Je pense qu'une grande partie des plaintes des Européens doit être du théâtre pour rendre cela convaincant, pour faire croire que, eh bien, nous ne voulons pas cela. Cela nous est imposé. Et ce n'est pas quelque chose que nous n'avons pas vu dans le passé. C'est, vous savez, encore une fois, cette stratégie de tension gauche-droite, américano-européenne, où ils prétendent que tout le monde est en désaccord, alors qu'en réalité, ils ont travaillé de concert tout le long. Je pense que la subordination finale de l'Allemagne a eu lieu en octobre 2024, lorsque Biden a reçu la plus haute distinction en Allemagne, c'est-à-dire que le président de l'Allemagne, Steinmeier, lui a remis une médaille de l'ordre du mérite le plus élevé en tant qu'ami de l'Allemagne. Même maintenant, il est devenu très évident, je suppose, qui a fait exploser leur pipeline, qui a détruit leur infrastructure énergétique. Et lorsque l'Allemagne était dans son heure de besoin en termes de désindustrialisation, les États-Unis sont intervenus et ont offert des incitations économiques à ces entreprises pour qu'elles déménagent simplement aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de lui donner une médaille. Donc non, je pense que les Européens peuvent supporter les abus. Si l'Amérique change d'avis à l'avenir, l'Europe reviendra en courant. Donc je ne pense pas qu'il faille gaspiller autant, je suppose, d'énergie sur la conséquence de cette rupture. Quoi qu'il en soit, Brian Berletic, merci beaucoup pour votre temps. Cela a été très très intéressant. Et je pense que certaines perspectives différentes sur ce réajustement sont très très importantes. Donc merci encore. Merci.